Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, aux origines du dialogue humain, parole et musique, nous supposons donc que le dialogue humain s'enracine dans les vibrations de corps et d'objets, cordes vocales et instruments de musique et leur perception. Le lien ainsi créé entre deux individus fait naître une réponse de même nature, instaurant la boucle du dialogue. Ce sont les rapports des boucles de paroles et de musique, voire leur unicité, que nous allons interroger durant ce colloque, comme ceci a déjà été mentionné. Pour l'introduire, je présenterai quelques notions de physiologie auditive nécessaires, je pense, à la compréhension des exposés qui vont suivre. Je n'aborderai pas une autre boucle intimement liée à la première ou aux premières, celle de l'émotion qu'exprime et suscite intonation, prosodie, mélodie et même les silences. Tout objet vibrant est potentiellement audible, sous réserve que ces vibrations puissent gagner l'organe récepteur auditif en se propageant dans un milieu élastique, l'air pour les animaux terrestres, sous réserve aussi que les fréquences des vibrations émises correspondent à celles auxquelles le système auditif est sensible. L'évolution a façonné ce système sensoriel comme tous les autres et pour chaque espèce, il est adapté à la niche écologique qu'il occupe. Mais qui entend dans le règne animal? En réalité, peu d'espèces. C'est le privilège des vertébrés, à l'exception des plus primitifs. On date son émergence à environ 400 millions d'années. D'abord dévolue à l'analyse des fréquences basses, c'est-à-dire des sons graves. Elle est devenue, au cours de l'évolution, capable de traiter des fréquences de plus en plus élevées, c'est-à-dire des sons de plus en plus aigus. Entendent aussi certains insectes, grillons, sauterelles et d'autres arthropodes, comme les crabes. L'audition participe à la détection des proies et des prédateurs et donc à la survie des individus et des espèces. Cette confrontation de l'individu à ses corps sonores renvoie au concept de scène auditive reconstruite proposé par Albert Bregman. Cette reconstruction de la scène sonore suppose que le système auditif puisse apporter réponse à une série d'interrogations. Combien êtes-vous? Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Et même, que faites-vous? Voire, m'entendez-vous? Ce processus d'analyse de scène n'est pas une particularité du système auditif. Le système visuel l'accomplit aussi. La singularité de l'audition par rapport aux autres sens est ailleurs. Elle réside dans son lien avec la communication acoustique, mode d'échange majeur chez les espèces entendantes et plus particulièrement chez celles qui font l'apprentissage des vocalisations. Ces vocalisations apprises chez les oiseaux chanteurs que vous voyez ici, chez certains mammifères, chauves-souris, baleines, dauphins, certains rats et éléphants, et bien sûr chez l'homme, assurent la communication entre les membres d'une même espèce. Sous l'influence sociale, les vocalisations innées produites initialement vont laisser place aux vocalisations acquises. Ces apprentissages requièrent l'audition. Ainsi, chez le nourrisson sourd profond, les lalations, émissions de sons plus ou moins articulés ne se transforment pas progressivement en mots, phrases, puis véritable langage. Alors venons-en au système auditif. Physiciens, psychoacousticiens et neurobiologistes contribuent à sa compréhension. Les physiciens sont en quelque sorte du côté de l'objet. Ils cherchent quelles sont les propriétés physiques des sources sonores que le système auditif extrait. De fait, ils ont découvert la plupart des principes du fonctionnement du système auditif, du moins dans les toutes premières étapes du traitement des signaux sonores. Les psychoacousticiens sont davantage du côté du sujet et de la perception. Ils s'efforcent d'élucider comment le sujet attribue certaines qualités
à l'objet sonore et quels sont les divorces qui peuvent exister entre réalité physique et perception sonore. Quant aux neurobiologistes, nous venons le voir, ils tentent de comprendre le fonctionnement du système en termes d'activité de neurones et de réseaux neuronaux. La première relation établie entre grandeur physique et perception sonore, on peut dire la première découverte en psychoacoustique, fut celle de la relation qui lie longueur des cordes vibrantes et consonance. Elle est généralement attribuée à Pythagore. Ainsi, deux cordes de même nature soumises à une même tension sont dans une consonance parfaite si leurs longueurs sont dans un rapport simple. Si elles sont d'égale longueur, rapport de 1, elles vibrent à l'unisson. Si leurs longueurs sont dans un rapport de 2, les sons sont séparés par un octave, dans un rapport de 2/3 d'une quinte, de 3/4 d'une quarte, etc. D'où l'idée que la perception et la puissance émotionnelle associées à la consonance sont l'expression d'un ordre mathématique de l'univers, idée qui persista jusqu'au XVIIIe siècle. Vint ensuite une série de notions de nature physique, celle de fréquence due à l'abbé Marin-Mersenne, un proche de Descartes. Elle est liée à la répétition des vibrations au mouvement d'aller et de retour des corps vibrants. La fréquence est une mesure du nombre de répétitions par seconde, avec comme unité le hertz, une répétition par seconde. Un son pur a une fréquence unique qui est celle de l'onde sinusoïdale de pression de l'air. Furent ensuite introduites les notions de fréquence fondamentale et d'harmonique. La fréquence fondamentale est la fréquence la plus faible de la vibration stationnaire d'une corde dont une extrémité est maintenue tandis que l'on imprime un déplacement à l'autre extrémité. Cependant, les corps naturels, pour la plupart, ne vibrent pas à une seule fréquence, leur fréquence fondamentale, mais à plusieurs fréquences. Ils produisent plusieurs sons. Les fréquences de ces autres sons sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Ce sont les sons harmoniques. Les sons sont aussi caractérisés par leur intensité, soit l'amplitude de l'onde sonore. Quant au mouvement vibratoire des sons, il est décrit par sa phase, qui varie continuellement. Ici, en bas, deux sons de même fréquence et de même intensité décalés dans le temps. Ils présentent un décalage de phase. Enfin, les sons diffèrent par leur timbre. Le timbre est, lui, une notion de nature perceptive. Le La de 440 Hz, joué par une clarinette ou un hautbois, sonne différemment. Ces deux notes identiques, par leur hauteur, ont des timbres différents. Le timbre est défini comme ce qui distingue des sons de même hauteur, de même intensité et de même durée. Cette définition n'est pas très satisfaisante puisqu'elle dit seulement ce que le timbre n'est pas. Le timbre est conditionné par une variété de paramètres. Il dépend par exemple de l'intensité relative des différentes harmoniques d'un son. Considérons maintenant notre environnement sonore, paroles et musique. Il ne s'agit plus d'un son pur et de ses harmoniques, mais de sons harmoniques complexes pour la plupart. Ces sons complexes ont d'une part une composition fréquentielle ou spectre fréquentiel que vous voyez ici, complexe, et d'autre part une structure temporelle qui peut elle aussi être complexe. La composante fréquentielle des sons complexes représente chaque fréquence et son amplitude. La composante temporelle décrit quant à elle les variations des composantes fréquentielles des sons au cours du temps. Ces variations s'organisent en réalité souvent en motifs qui se répètent, et ces motifs ont une fréquence qui leur est propre. Alors cette dualité spectrale et temporelle des sons n'a aucun sens pour les physiciens, mais nous verrons qu'elle en a un pour le système auditif. Notre système auditif est un système acoustico-électrique
dont la résolution fréquentielle est élevée pour les fréquences inférieures à 5 kHz, qui sont pour l'essentiel celles des sons de parole et de musique. Sa résolution temporelle est, elle, exceptionnelle. La résolution fréquentielle est indispensable à l'écoute musicale, la résolution temporelle à la localisation dans l'espace des sources sonores. En revanche, les performances du système auditif humain sont très supérieures à ce que nécessite la reconnaissance de la parole dans les environnements silencieux. Le système auditif est aussi bien plus efficace que n'importe quel algorithme que l'on sache aujourd'hui produire pour extraire des sons de parole émis dans une ambiance bruitée. Remarquable propriété du système auditif, elle est, comme nous le verrons, aussi son talon d'Achille. Les mécanismes de l'écoute dans le bruit ne sont pas totalement élucidés. On sait cependant qu'ils font au moins appel à des propriétés du système auditif qui, en quelque sorte, tournent le dos à la reproduction haute fidélité du monde sonore physique que je viens d'évoquer. Il s'agit de la recréation, voire de la création du monde sonore qu'opère le système auditif. Ainsi, il amplifie les signaux acoustiques, mais de manière non linéaire. Plus faible est le son, plus le système l'amplifie. Le système permet aussi à un son d'en masquer un autre, ce qui accroît les contrastes entre les sons et donc l'intelligibilité des sons de parole. Il distord les ondes sonores. Il les distord de telle sorte qu'elles puissent masquer un son et donc contribuer aussi à l'intelligibilité de la parole. En distordant les ondes sonores, il compose des sons absents du spectre acoustique initial. Le violoniste Giuseppe Tartini rapporta en 1754 que si deux instruments jouent simultanément deux notes qui sont dans un rapport fréquentiel d'environ 1,2, des sons additionnels sont perçus par les auditeurs dont les fréquences correspondent à la combinaison aussi bien des fréquences jouées par les instruments que celles de leurs harmoniques. Ces sons sont véritablement créés par l'organe sensoriel auditif. Plus, le système auditif a la propriété d'élaborer la perception d'une fréquence particulière sans en avoir généré l'onde sonore correspondante. Il s'agit de la fréquence fondamentale, j'y reviendrai. Pas plus la perception de hauteur sonore, tonie ou pitch pour les anglo-saxons, que celle d'intensité sonore ou sonie ne sont de simples représentations de la fréquence et de l'amplitude des ondes sonores. Nous pouvons donc considérer le système auditif sous deux angles, le rêve du physicien et de l'ingénieur aussi, ou l'instrument de la conquête du dialogue. D'abord, le rêve des physiciens. Vrai régal pour les physiciens que le système auditif, puisque certaines de ses performances paraissaient, et pour l'une d'elles, paraît encore défier les lois de la physique. Le système auditif comporte une partie dévolue à la transmission de l'onde sonore, l'oreille externe et moyenne. Parmi les fréquences auxquelles notre système auditif répond, de 20 Hz à 20 kHz, celles inférieures à 500 Hz ou supérieures à 5000 Hz subissent une atténuation de leur intensité lors du passage à travers l'oreille moyenne. Suit le système sensoriel auditif dit périphérique, composé de la cochlée et des neurones qui l'innervent, les neurones auditifs. Dans la cochlée se logent les cellules sensorielles auditives. Elles convertissent l'énergie acoustique associée à l'onde mécanique acoustique en signaux électriques qui sont transmis aux neurones auditifs. Ces derniers codent l'information acoustique sous forme de potentiel d'action, ces trains d'information qu'évoquait tout à l'heure Jean-Pierre Changeux. L'information est ensuite transférée
aux voies auditives centrales qui comportent 4 relais avant de gagner le cortex auditif, ses aires primaires puis secondaires. Dans les 4 relais centraux, à partir du second relais, convergent des informations venant des 2 oreilles et sont extraits d'autres paramètres que ceux que j'évoquais tout à l'heure, comme la durée des sons, la vitesse avec laquelle ils atteignent une intensité maximale. Les physiciens posèrent 3 grands principes d'analyse du son dans le système auditif. Celui de l'analyse fréquentielle, celui de la localisation de la source sonore et se faisant découvrir l'extrême précision temporelle du système auditif, enfin, celui de la nécessité d'un amplificateur de la stimulation sonore dans la cochlée. Comment rendre compte de la sensibilité considérable du système, de son seuil de détection d'une énergie acoustique proche de celle du bruit thermique, alors que l'onde sonore se propage dans le milieu liquidien de la cochlée, qui va donc amortir toute stimulation mécanique? Thomas Gold postula en 1948 l'existence d'un amplificateur mécanique actif au sein de la cochlée. Le principe de l'analyse spectrale des sons complexes par le système auditif est, lui, connu depuis bien longtemps, depuis 1843, grâce à Georg Simon Ohm, qui découvrit les lois de l'électricité qui portent son nom. 20 ans plus tôt, Joseph Fourier avait énoncé le principe selon lequel toute fonction périodique peut être décomposée en une série de fonctions sinusoïdales élémentaires d'amplitude et de phase appropriées. Ohm proposa que l'oreille se comporte comme un analyseur fréquentiel de Fourier, c'est-à-dire qu'elle décompose les sons complexes en leurs fréquences élémentaires. De fait, dans la cochlée, une membrane tendue entre sa base et son sommet se comporte comme un analyseur fréquentiel en raison de ses caractéristiques physiques graduellement variables d'une extrémité à l'autre. Sous l'effet d'une stimulation sonore, cette membrane subit un déplacement maximal en un endroit donné le long de l'axe longitudinal de cette membrane. Cet emplacement est corrélé à la fréquence sonore, ainsi une représentation spatiale des fréquences sonores est créée. On parle de carte cochléotopique ou tonotopique. Parce que cette membrane est coupée mécaniquement aux cellules sensorielles, ces cellules seront elles aussi activées à une fréquence sonore donnée. Alors la tonotopie est le principe fondamental d'organisation de l'ensemble du système sensoriel auditif. Établie au niveau cochléaire, on la retrouve dans tous les relais des voies auditives et au niveau du cortex auditif. La multiplicité de ces cartes tonotopiques indique que les autres paramètres qui caractérisent les sons sont extraits le long des voies auditives et également dans le cortex et qu'elles le sont dans leur contexte fréquentiel. L'incroyable précision temporelle du système auditif fut révélée par le physicien Lord Rayleigh en 1907. Il montra que la localisation des sources sonores dans le plan horizontal pour les sons de basse fréquence inférieurs à 1500 Hz repose sur la détection de la disparité du temps d'arrivée à l'une et l'autre oreille du son provenant d'une source. Or, le délai temporel minimal décelé atteint chez l'homme 13 microsecondes. Chez certaines chauves-souris, il atteindrait le centième de microseconde. Une représentation spatiale de ces délais temporels à nouveau une carte adossée à une carte fréquentielle est présente dans le second relais central, carte que l'on retrouve au niveau du cortex auditif. Quel est le support de cette précision temporelle du traitement des messages sonores? Un de ces éléments est bien connu. Il s'agit
de la transformation de la carte tonotopique cochléaire que nous venons de voir en une représentation temporelle très précise. Je m'explique. Pour les fréquences allant jusqu'à 5 kHz, celles pour lesquelles la discrimination est élevée, les neurones auditifs répondent par des décharges de potentiel d'action parfaitement corrélées à une phase donnée de l'onde sonore. Ces décharges sont strictement ajustées à la même phase de l'onde sonore. C'est à partir de cette information, fidèle représentation de l'onde sonore, qu'est extrait le délai temporel qui existe entre les ondes qui parviennent à l'une et l'autre oreille à partir d'une même source, délai qui se traduit par un décalage de phase. Alors venons-en maintenant au système auditif dans la conquête du dialogue. Que sont les sons de parole et de musique? Derrière cette question, il en est une autre déjà évoquée. Y a-t-il deux modes de perception distincts des sons de parole et de musique? Voyons la production des sons de parole par le tractus vocal qui permet d'en comprendre leurs caractéristiques. Ici sont schématisées les cavités du tractus vocal de la glotte aux lèvres, entre 17 points dits d'articulation qui, par leur mobilité, modifient la géométrie des différentes cavités de ce tractus. Les cordes vocales, en fait simples replis de la muqueuse du larynx, font vibrer l'air venu des poumons. Elles produisent des harmoniques qui cheminent dans les cavités du tractus vocal, cavités que l'on peut considérer comme une suite de résonateurs. Comme les résonateurs de Helmholtz que nous verrons tout à l'heure, ces cavités amplifient sélectivement une fréquence sonore donnée. La fréquence qu'ils amplifient est celle de leur résonance propre, elle-même conditionnée par leur géométrie. Telle harmonique, parmi l'ensemble des harmoniques d'un son de parole, sera ou non amplifiée par l'une de ces cavités. On nomme par le terme de formant les pics de résonance des harmoniques de parole ainsi générés. Or, le tractus vocal est animé d'une plasticité considérable. Les changements dynamiques de sa configuration surviennent à un rythme soutenu qui modifie sa géométrie, parfois de façon très importante, comme lorsque la langue vient se coller au palais. La voix humaine est donc, par excellence, l'instrument des contrastes fréquentiels rapides. Elle peut produire jusqu'à 800 phonèmes distincts, consonnes et voyelles, au rythme d'environ une dizaine par seconde et qui présentent des variations internes de leur spectre fréquentiel, avec même des vides sonores pour certaines consonnes. Transition rapide d'un formant à l'autre, montée subite en amplitude, ici en passant du L au A, sont les caractéristiques des sons de parole. Ces contrastes dynamiques ont une amplitude et une vitesse de survenue qui excèdent ce que peuvent produire les instruments de musique. Les sons musicaux sont, quant à eux, catégorisés davantage par leur hauteur et leur intervalle de hauteur. Cela nous renvoie à la notion de consonance-dissonance. Les sons distincts d'une octave, soit par exemple un son de fréquence de 200 Hz et un autre de 440 Hz, sont perçus comme consonants, nous l'avons dit. La fréquence de leurs harmoniques respectives coïncide les unes avec les autres. Prenons un son à la quinte, 220-330 Hz. Une harmonique sur deux du son le plus aigu coïncide avec les harmoniques du son le plus grave. L'intervalle paraît juste. D'où l'idée que la perception de consonance repose sur une fusion des harmoniques réalisées par le système auditif. Ce regroupement des harmoniques bien réelles est aussi à l'origine de la sensation de hauteur sonore par la détection de la fréquence fondamentale qu'il permet. Qu'il s'agisse de la parole ou de la musique, la sensation de hauteur repose principalement sur la fréquence fondamentale.
Alors arrêtons-nous un instant sur la fréquence fondamentale. Voici 3 séquences sonores, à gauche les ondes acoustiques, à droite les spectres fréquentiels. En haut, un spectre harmonique complexe constitué de 3 fréquences, 100, 200, 300 Hz. Sa fréquence fondamentale est donc 100 Hz, il est perçu comme un son de 100 Hz. Dessous, de brèves séquences de bruit qui, par définition, comportent un grand nombre de fréquences différentes. Ces bruits se répètent avec une fréquence de 100 Hz. Eh bien, ces séquences de bruit seront aussi perçues comme un son de 100 Hz, même si son timbre est différent du premier. Dans le premier cas, l'extraction de la fréquence fondamentale est fondée sur le spectre fréquentiel et, dans le second, sur la structure temporelle des signaux acoustiques que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, troisième situation, soit un ensemble de fréquences sonores de 200, 300 et 400 Hz, eh bien, le système va aussi percevoir un son de hauteur sonore de 100 Hz. En d'autres termes, le système détecte la fréquence fondamentale manquante. Et vous en avez une manifestation au quotidien. Les fréquences fondamentales de la voix humaine, principalement masculine, ne sont pas transmises par le téléphone. Pourtant, l'interlocuteur les perçoit. Si sa voix ne lui paraît pas déformée, c'est parce que son système auditif construit la perception de cette fréquence fondamentale à partir du spectre des harmoniques qui lui parvient. La détection de la fréquence fondamentale a d'autres rôles parce qu'elle se fonde sur le regroupement des harmoniques d'une même fréquence fondamentale. Elle les identifie comme provenant d'une source sonore unique et non de multiples sources. Elle permet aussi une appréciation de la longueur des cordes vocales et donc, par extension, dans les milieux naturels, du gabarit d'un éventuel agresseur. Elle permet l'écoute conjointe d'un locuteur masculin et d'un locuteur féminin parce que les fréquences fondamentales des sons de parole sont différentes chez l'un et l'autre. L'extraction de la fréquence fondamentale manquante est une fonction ancestrale. On la trace jusqu'au poisson rouge. À travers les exemples que nous venons de discuter, nous voyons s'ébaucher l'extraction de la fréquence fondamentale manquante qui reposerait soit sur les traitements des fréquences harmoniques des sons, soit sur celui de leur structure temporelle. Alors, qu'en est-il ? Le traitement fréquentiel des harmoniques suppose que nous puissions les distinguer les unes des autres lorsqu'elles sont présentes simultanément. Plus généralement, ceci nous renvoie à la question de la distinction de 2 sons joués conjointement. Considérons 2 sons de fréquence 200 et 230 Hz, par exemple, joués successivement, l'auditeur les perçoit comme de hauteurs différentes. Joués ensemble, ils apparaissent comme un son composite, rugueux et d'amplitude fluctuante. C'est ainsi que les instruments d'un orchestre s'accordent. Ils ajustent progressivement la tension des cordes jusqu'à ce que ces sons désagréables disparaissent. Si maintenant on éloigne les 2 fréquences l'une de l'autre, les sons initiaux, joués conjointement, deviennent distincts. Ceci définit ce que l'on appelle la bande critique. 2 sons de fréquences voisines appartiennent à une même bande critique. Si émis simultanément, ils sont perçus comme un son rugueux. Considérons maintenant les harmoniques d'un son. Les premières, celles dont les fréquences sont les plus basses, appartiennent à des bandes critiques différentes. Elles sont dites résolues. Elles peuvent servir à l'extraction de la fréquence fondamentale. Au-delà de la 6e harmonique, souvent 2 harmoniques peuvent occuper la même bande critique. Et dans ce cas, d'autres mécanismes doivent être mis en œuvre pour extraire la fréquence fondamentale. C'est là qu'interviendrait la structure temporelle du son qui pourrait être le fondement de l'extraction de la fondamentale à partir des seules harmoniques non résolues. Quoi qu'il en soit,
la bande critique nous renvoie à la notion de dissonance, puisque deux sons qui appartiennent à une même bande critique, joués ensemble, sont dissonants. Alors, suivons les sons de parole et de musique jusqu'au cortex. La révolution qu'a introduite l'imagerie fonctionnelle cérébrale dans les neurosciences en permettant de suivre l'activation des aires corticales au décours de la perception a confirmé la latéralisation cérébrale de la perception de la parole et de la musique, établie depuis bien longtemps en se fondant sur l'effet des lésions du cortex observées chez certains patients. Chez la plupart des individus, l'hémisphère gauche est dévolu à la parole, le droit à la musique. L'imagerie fonctionnelle permet de réinterroger beaucoup plus finement cette apparence dichotomie hémisphérique du traitement des sons de parole et de musique dans leur étape finale. S'ancre-t-elle dans les signatures acoustiques distinctes des sons de parole et de musique que nous avons évoqués tout à l'heure, ou bien la perception de la parole dépend-elle de mécanismes spéciaux exclusivement dédiés au traitement des sons de parole? En un mot, et en continuité avec ce que j'ai évoqué, oui, il existe des paramètres physiques, des séquences sonores dont on peut prédire qu'ils activeront préférentiellement, de manière asymétrique, les cortex auditifs. Ainsi, il semble que les sons dont les variations temporelles sont très rapides et ceux dont la fréquence est particulièrement élevée sont traités de manière asymétrique. La résolution temporelle appartiendrait préférentiellement chez la plupart des individus à l'hémisphère gauche et la résolution fréquentielle à l'hémisphère droit. Ainsi, le rapide glissement des formants en rapport avec l'articulation de l'appareil phonatoire solliciterait préférentiellement l'hémisphère gauche. Au-delà, la composition linguistique des sons de parole qui conduit à leur reconnaissance phonétique et à l'émergence du sens implique un contact avec les traces de mémoire et, quelles que soient les caractéristiques acoustiques des sons de parole, cette reconnaissance est traitée de manière asymétrique, généralement à gauche. Pour terminer, un signe à l'adresse de ceux que leur surdité éloigne des échanges sonores. Si les échanges sonores sont pertinents pour les entendants, la parole gestuelle est bien, elle aussi, un vecteur de dialogue. Les messages visuels de la parole gestuelle sont traités dans les aires corticales du langage. Nous pouvons voir là la manifestation d'une certaine indépendance fonctionnelle entre langage et audition. Merci de votre attention.